Espace TV. Sommaire de ce journal en tournée à l'intérieur du pays pour s'enquérir des réalités de l'école guinéenne. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a fait une visite inopinée dans l'école primaire de Madina, dans la préfecture de Mamou. Guillaume Awing a été surpris de constater que rien n'était en ordre dans cet établissement. Une triste réalité qui démontre que le système éducatif a besoin de refondation. Elhadj Habib Anne sollicite la dissolution des patronats existants au profit du patronat unifié qui devrait être mis en place dans les prochains jours. Pour lui, cela permettra de créer une bonne relation avec les partenaires au développement et favorisera la mise en place de la Chambre du commerce. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme je vous l'annonçais dans le titre, commençons ce journal par l'intérieur du pays où le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a entamé une tournée dans les régions administratives et préfectures du pays. Première étape, c'est à l'école primaire de Madina en race campagne dans la région administrative de Mamou. Là-bas, vous allez le voir, l'école a été surprise par la visite inopinée de Guillaume Awing alors que rien n'était en ordre. Une triste réalité qui démontre que le système éducatif a besoin de refondation. Guillaume Awing à l'intérieur du pays pour s'enquérir des réalités de l'école guinéenne et trouver des solutions. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux, Justin Ledon, Djibril Kabak Kamara. Au milieu de nulle part se situe l'école primaire de Madina, c'est dans la région administrative de Mamou. À 7h30 de ce vendredi matin, l'établissement reçoit pour la première fois la visite inopinée de Guillaume Awing. À cette heure-là, Abdoulaye Bari est le seul élève présent, suivi d'un seul encadreur, et c'est le directeur de l'école lui-même. Si tu es dans l'administration, il faut toujours attendre les visites des personnels administratifs, du jour au lendemain. Ça me touche franchement de voir ça. Ici, jusqu'à 7h40, aucune montée des couleurs. Sans doute, c'est Abdoulaye qui va le faire quelques minutes plus tard devant Guillaume Awing et sa suite. Nous suivons d'abord le jeune écolier où il se rend pour sonner la cloche, une manière d'interpeller certains de ses collègues qui pourraient être dans les environs. À cet instant précis, un second élève vient de le rejoindre et c'est parti pour l'hymne national. Il y a des villages un peu reculés de cette école, donc il franchit beaucoup de kilomètres avant de venir. L'école primaire de Madina présente une image peu reluisante. Elle compte un effectif de 124 élèves pour 3 groupes pédagogiques. Un cycle incomplet pour une école qui dit former les cadres de demain. Le directeur de l'école, visiblement surpris, prend l'engagement devant le ministre de changer la donne dans son établissement. Nous allons prendre des mesures pour sensibiliser les élèves et les enseignants aussi et motiver les enfants. Récemment, le département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation a invité les institutions d'enseignement relevant de son ressort à se soumettre à des évaluations. La procédure commence déjà à porter fruit. À date, plus d'une dizaine d'universités sollicitent donc l'expertise de l'autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement préuniversitaire et de la recherche. L'initiative vise à qualifier l'éducation guinéenne. Djibril Ba, André Moussé Milmono, Aboubakar Keke Bangora nous signent ce reportage. Dans leur volonté de rendre performant le système éducatif guinéen, les autorités guinéennes ont mis en place il y a 3 ans l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement et de recherche. Au compte de cette année, 16 universités de la place se mettent à l'auto-évaluation pour l'accréditation et l'habilitation de leurs programmes. L'objectif, c'est améliorer la qualité des offres de formation afin de mieux outiller nos diplômés pour qu'ils aient un emploi décent en fonction des études faites. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ne cesse de rappeler les institutions d'enseignement supérieur la nécessité pour la qualité de l'enseignement. Malgré cet appel, certaines sont à la traîne. La plupart des diplômes guinéens n'étaient pas reconnus, il faut le reconnaître, il faut le dire. Maintenant, avec l'autorité nationale qualité qui existe dans tous ces pays africains, donc il y aura cette homologation, cette reconnaissance internationale, si vous voulez. Pendant la cérémonie de lancement du programme d'accréditation et d'habilitation, l'engouement et la volonté se lisent déjà sur le visage de cet enseignant-chercheur.
laissez-moi vous dire que l'IEC de Mamou est engagé dans la dynamique qualité, dans la dynamique assurance qualité. Donc, en plus de cette candidature à l'habilitation, nous avons deux programmes candidats pour l'accréditation pour cette année. Les membres de l'ANAC sont déterminés à suivre la cadence des comités de pilotage, passeront dans des différentes universités afin de les convaincre à soumettre leur programme à une auto-évaluation. Les élèves et étudiants guinéens qui ont du mal à manier la langue de Molière, pourtant ils éprouvent des difficultés dans leur langue maternelle. Rencontrés, un éducateur invite les parents à une prise de conscience et à pousser les élèves à s'attacher à leurs racines. Explication, Mamadou Sadio Baldé. Parce que lorsque vous parlez dans une langue que vous maîtrisez, vous êtes évalué dans une langue que vous maîtrisez et forcément vous allez avoir une très bonne note. Je vais vous donner un exemple. Langue maternelle, parents et encadrement. Pour le citoyen ordinaire, les élèves guinéens ne sont pas intelligents. Erreur. Vous prenez un enfant en classe de CM2 ou voyons CE et vous lui faites l'anatomie de la chèvre. Si c'est un peul, heureusement, il va vous dire tout ce qui est comme organe dans cette chèvre en poulard. Mais il peut ne pas comprendre que la rate, c'est un organe qui se trouve quelque part dans l'organisme humain. Il ne peut pas comprendre que le cœur, il est quelque part dans l'organisme humain ou peut-être chez les animaux. Mais dans sa langue, pour avoir vécu l'expérience avec ces animaux-là, il sera plus facile de lui faire comprendre. Ne pas parler une langue étrangère n'a rien à voir avec la science, encore moins être analphabète. Deuxième exemple. Il peut vous expliquer tout le processus de la culture du maïs, mais il lui sera très difficile de raconter ça en français parce que son handicap, c'est les mots français, c'est l'orthographe, c'est le vocabulaire français qui pose problème, ce n'est pas la connaissance scientifique. Donc je me dis... Combien de parents, surtout les cadres, imposent à leurs enfants des langues étrangères? Est-ce un complexe? Est-ce qu'ils se rendent compte des préjudices qu'ils causent à leur progéniture dans le futur? Le contraire aurait été tout simplement mieux. Au moins que les parents puissent au moins maintenir cet acquis-là, cet acquis de langue nationale pour l'enfant à la maison. Parce que jusque-là, on n'est pas arrivé à la logique qu'il faut enseigner l'enfant dans sa langue maternelle, ce ne reste que pour les basses classes. Les enfants qui maîtrisent leur langue maternelle comprennent ou traitent plus facilement un devoir dans une autre langue. Parce que l'enfant aura maîtrisé sa première langue, ce qui aurait pu être une facilité de faire un pont vers une seconde, une troisième et une quatrième langue. De nos jours, les universitaires guinéens ne maîtrisent ni la langue officielle qui est le français, ni les langues nationales ou maternelles qui deviennent de plus en plus compliquées pour certains. Le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio proclamée par l'UNESCO en 2011 et adoptée par les Nations Unies en 2012. Cette journée mondiale de la radio a pour but de rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, d'améliorer la collaboration entre les diffuseurs et d'encourager aussi bien les grands médias que les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information et la liberté d'expression sur les ondes. Le thème choisi cette année est Radio et confiance, mais avant, une petite histoire de la radio, c'est avec Mamadou Saliouba, Abouakar Din Kamara. Comme toute invention, rien n'a été facile. Et pour transporter la voix dans les airs jusqu'à créer la radio, il a fallu l'implication de plusieurs inventeurs. D'abord, Heinrich Hertz, physicien allemand créateur de ondes électromagnétiques en 1888, le français Édouard Braley qui a réussi à utiliser les ondes pour transporter la voix en 1890, le russe Alexandre Popov qui a inventé les antennes en 1895, puis l'italien Guglielmo Marconi qui rassemble toutes ces inventions pour fabriquer la première radio en 1896. Depuis, plusieurs stations voient le jour et la radio, toujours le média le plus aimé pour son accessibilité. Je suis un chauffeur camion. Dans le camion, je peux écouter l'information à partir de la radio là-bas. Née après la presse écrite, la radio connaît un succès fulgurant. Mais face à la télévision plus complète et les médias sociaux très suivis, s'adapter devient une obligation. Beaucoup de médias l'ont compris aujourd'hui. Même chez vous, quand je rate les grandes gueules, puisque au moment où ça passe des fois, je suis dans les démarches, je fais un boulot, mais c'est sur la page de la mine qui relaie généralement, je viens me rattraper. Aujourd'hui, avec l'avènement des Android, de plus en plus d'émissions radiophoniques s'appuient sur l'image.
Une recommandation de l'UNESCO qui célèbre ce 13 février la journée mondiale de la radio sous le thème « Radio et confiance ». Cette phrase de dire à tout moment, j'ai entendu à la radio, ça veut dire que les gens ont suffisamment confiance en ce média. C'est pourquoi les journalistes radio n'ont pas droit à l'erreur. Ces derniers temps, la pandémie de Covid-19, alimentée par la circulation de faux contenus dans les médias sociaux, a rongé la confiance dans les médias en général. La journée mondiale de la radio, proclamée par l'UNESCO et adoptée par les Nations Unies, va redorer le blason et rendre hommage à la radio. Autre sujet dans l'actualité nationale, Elhadj Habib Anne sollicite l'autodissolution des patronats existants au profit du patronat unifié qui devrait être mis en place bientôt. Une invite est faite ce vendredi lors de la rencontre avec les membres du Conseil national du patronat de Guinée. Si cet appel est entendu, il permettra de créer la relation avec les partenaires au développement et surtout favoriser la mise en place de la Chambre du commerce. Alcini Bari, Aboubakar Kekebangoura. Cette rencontre réunit les membres du bureau exécutif du Conseil national du patronat, élargi au comité statutaire et au comité finances pour examiner le projet de mise en place du patronat unifié. Elle se tient en présentiel et en visioconférence. L'une des recommandations fortes de cette rencontre est l'autodissolution des 4 patronats existants au profit du patronat unique qui devrait être mis en place. La création d'une commission sous l'égide du ministère du Commerce et celui du Travail. Pour la mise en place de nouveaux statuts, de nouveaux règlements intérieurs, des chartes concernant les acteurs intéressés à des postes de responsabilité, afin qu'il y ait soit un congrès électif qui détermine réellement ou départage les partis, mais ce n'est même pas une scission, plutôt je m'excuse, mais je dirais pour l'élection de nouveau. Pour lui, la commission actuelle pour les patronats autodéclarés ne répond pas aux conditions et aux règles éditées par le BIT, l'OIE et le Conseil des Nations Unies. Nous souhaitons aujourd'hui qu'on respecte ces règles, qu'il y ait un bureau provisoire. Le bureau provisoire doit être un bureau neutre, qui va être présidé par un acteur du secteur privé indépendant. Le nouveau patronat doit être un patronat qui sort d'un congrès électif. Le message est bien cerné par les participants. Tous ont un même langage, l'unification du patronat et la mise en place de la Chambre de commerce. Je remercie aussi Monsieur le ministre du Commerce. Plus de combien d'années on n'avait pas eu Chambre de commerce, mais il est en train de tout mettre en place. Que Dieu le donne la force pour réussir, mais dans les conditions normales pour nous unir ensemble, pour ne pas mettre un groupe ou une équipe à côté pour des intérêts personnels. Le patronat unifié ne peut être que bénéfique pour les corporations dans les relations avec l'État et les partenaires, estime le responsable des boulangers. Pour l'affaire de boulangerie moderne, il nous a mis en contact avec une équipe de Turcs qui va nous fournir des boulangeries modernes et même le patronat va prendre en garantie. Ça va maintenant diminuer le prix du pain en Guinée. Malgré la volonté du CNRD, le combat d'unification du patronat s'annonce tout de même ardu avec les guerres d'ego qui existent entre les deux camps. Clôture ce jeudi à Conakry de l'atelier de formation de plusieurs jeunes filles et femmes activistes sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette formation a été initiée par l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en collaboration avec Osiwa Guinée. Les participantes, toutes satisfaites, ont promis de faire une restitution dans leurs bases respectives. Zénab Bangoura, Alcedi Kamara. Ces activistes de la société civile veulent vaincre le silence contre les VBG. Durant 2 jours, 22 jeunes filles et femmes venues de l'Abbé, Kankan, Zérokouré et d'autres de Conakry ont pris part à ce module de formation sur les violences faites aux femmes, même en période de Covid-19. Il s'agit de les outiller sur la notion de la lutte contre ce phénomène afin qu'elles puissent mener leur combat sur le terrain. Je suis très heureuse de savoir qu'ils ont apprécié la formation qui a été donnée ici pendant ces 2 jours. Je reviendrai remercier toujours Osiwa qui continue à nous soutenir dans cette activité, mais aussi et surtout le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui nous soutient sans cesse. Hawa Sassim, porte-parole des participantes, se réjouit de l'initiative et promet avec ses collègues de rendre fidèlement aux autres les notions apprises au cours de cette formation. Nous prenons ferme engagement
de restituer le contenu de cette formation. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a invité les victimes et leurs proches d'avoir le courage de dénoncer leurs bourreaux, car selon elle, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour les appuyer. Si on a beaucoup de cas qui sont dénoncés, sachez aussi que les 90% de ces cas, les présumés coupables sont aujourd'hui dans les filets. Nous allons nous battre pour que plus jamais aucun présumé coupable ne puisse s'en sortir. Les hommes doivent se joindre aux femmes pour mettre terme à ce phénomène, insiste le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme. L'indicateur d'appréciation de l'homme, de la masculinité dans nos sociétés africaines, c'est l'aptitude à pouvoir se contrôler et à pouvoir protéger. C'est ce défi-là que nous devons nous lancer nous-mêmes. Selon l'enquête nationale sur les violences basées sur le genre en Guinée réalisée en 2017, 55,7% ont subi une forme de violence physique depuis l'âge de 15 ans. Alors, pendant cette formation, des engagements ont été pris de part et d'autre pour mutualiser les efforts pour vaincre les VBG, devenues récurrentes dans le monde. Et puis cette brève sport, la Ligue des Champions, le Orea s'est incliné à domicile face à l'ES Sétif, 1-0. Ce match s'inscrit dans le cadre des phases de poule de la Ligue des Champions africaine. Dès l'entame, le Orea domine les débats en se procurant plusieurs situations, une domination stérile car les rouges et blancs de Matam ne parviennent pas à marquer. La pause intervient sur ce score de 0 but partout. Au retour des vestiaires, les Guinéens sont surpris par un but dès la 46e minute. Ahmed Kendoussi profite d'une bourde de la défense pour ouvrir le score. Mené, le Orea tente de revenir sans succès en infériorité numérique suite au carton rouge de Nyanya Bari exclu à la 67e minute. Le Orea ne parviendra pas à égaliser malgré les multiples changements. Il faudra donc faire un bon résultat le 18 février prochain contre Amazulu en Afrique du Sud pour se relancer dans ce groupe B qui est assez relevé. Il faut tout de même relever que Lamine Ndiaye, l'entraîneur principal, était dans les tribunes faute de diplôme valide et c'est Sekou Souma qui a dirigé cette rencontre pour les Rouges et Blancs de Matam. Ce journal a été coordonné par Mohamed Valek Touré. Il a été dirigé à la régie par Kadi Touré et Aboubakar Foutessouma. Merci à tous de votre aimable attention. Je vous retrouve à 22h pour la grande édition. Mais en attendant, bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir. Ce mois-ci, sur Calac Radio, chacun fait ce qui lui plaît.